Hello tout le monde, c'est parti pour le début d'une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être un FAQ, donc je vais répondre à toutes vos questions. J'ai demandé la semaine dernière sur Instagram justement si vous aviez des questions à me poser. Vous pouviez absolument tout me poser. Vous allez voir que j'ai reçu un nombre incalculable de questions. Voilà, j'ai fait un petit peu le tri. Pendant 4-5 jours, j'y ai pas touché, le temps de pas pouvoir préparer les réponses. Là vraiment, le but, j'ai rien préparé. J'y vais vraiment en freestyle. Ça se trouve, je vais sortir des grosses dingueries. Alors ne m'en voulez pas si jamais ça se passe, on va essayer de faire au mieux. Sachez en tout cas que les deux vidéastes sont posés sur le canapé à ma gauche et qu'il n'y a personne derrière cette caméra, donc c'est encore plus bizarre de parler tout seul à une caméra, mais bon c'est pas grave. C'est la vie d'artiste, hein, comme on dirait. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'un nouveau produit que je viens de découvrir. Vous allez voir dès la première fois où vous allez l'utiliser, vous allez sentir direct la différence. Ce sont les bandes nasales Fresh Flow. Donc ce sont des bandes, on va l'ouvrir ensemble. Donc tac, petit pack opening en direct. Hop là. Voilà, ressemble à ça ces bandes nasales. Ce sont des bandes qu'on va venir placer au niveau des narines. On va le faire en direct. Paf. Hyper facile à mettre, on a deux petits bouts à enlever et on vient placer ça là. Bon, au début on a l'impression qu'on ressemble un peu à rien, mais moi je m'y suis habitué, j'adore. Il y a pas mal de joueurs qui commencent à utiliser ça aujourd'hui, comme par exemple Alcaraz et Chingoto. Ça va venir écarter les narines, ce qui va venir faciliter la respiration. Ce qui est vachement bien avec ces bandes nasales justement, c'est qu'elles sont faites pour les sportifs. Donc ça veut dire que si vous transpirez au niveau du nez, elles ne vont pas s'enlever. Parce que moi j'ai eu l'occasion avant d'en tester et les bandes s'enlevaient. Donc ça c'était pas évident et c'était un petit peu chiant parce qu'il fallait les changer toutes les 10 minutes. Là, peu importe le temps que vous allez les garder, elles vont rester et ça ne va pas bouger. Donc ça c'est juste incroyable. Dans un second temps, elles peuvent même être utilisées dans un usage quotidien pour des personnes ayant des problèmes de respiration ou de cloison nasale. Vous allez voir que vous allez beaucoup mieux respirer. Et enfin, ça peut être aussi utilisé la nuit si vous avez des problèmes de ronflement. Voilà, on connaît tous une personne qui ronfle comme un gros porc la nuit. Mettez ça et vous verrez que ça vous fera un grand bien. Donc vraiment, je recommande à 1000%. Je surkiffe ce produit, vous me verrez beaucoup jouer avec maintenant lors de mes tournois. En plus de ça, profitez-en car avec le code LEO15, vous aurez 15% de réduction sur l'achat des bandes nasales. En plus de ça, il propose de temps en temps des petites offres. Donc par exemple, s'il y a moins 20%, eh bien mon code il va être cumulable avec les autres offres. Alors allez-y, on fonce et en plus de ça, la livraison est gratuite en France. Et on commence tout de suite avec la première question. Alors question de R Mingar. Excusez-moi, il y en a, je prends leur pseudo Insta, mais alors je ne sais pas forcément quel est votre prénom. Quel est le joueur le plus fort que tu aies affronté? Alors en termes de classement, le joueur le plus fort que j'ai affronté, ça doit être Johan Bergeron, qui devait être 4e français quand je l'ai joué. Johan Bergeron qui a été plusieurs fois numéro 1 français. Mais en termes de niveau de jeu, en tout cas celui qui m'a le plus impressionné par son niveau de jeu et sa présence physique, vraiment son explosivité, c'est enfin un tout en fait, c'est Thomas Vambos, voilà, qui a été sélectionné en équipe de France cette année, qui malheureusement là s'est blessé et s'est fait les ligaments, donc il va prendre un bon petit moment d'arrêt, donc désolé pour lui, mais il était impressionnant. Mais en fait il a dû se blesser je pense 3 semaines avant notre match, il nous a mis une branlée, mais je sais que c'est assez dur de me jouer, hein, ça demande beaucoup de physique et généralement les joueurs qui me jouent, même s'ils sont très forts, il leur faut du temps pour se remettre de leur match et c'est peut-être pour ça qu'il s'est blessé. Thomas, c'est parce que tu as dû surjouer face à moi, je t'avais dit de faire attention. Question numéro 2, Clément Monod. Tu participes quand à un FIP pour une expérience? Simo Leban qui me pose la même question, pourquoi on ne te voit pas faire des FIP? Et Clément Caudron, une fois que tu as atteint le top 100, tu pars sur le circuit FIP, je me propose en premier. Donc voilà, vous êtes nombreux, vous êtes beaucoup à m'avoir posé cette question. C'est une question que je n'avais pas forcément vu venir. Pour rappel, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au tout départ, j'avais annoncé que je voulais rentrer dans le top 200 FIP il y a 2 ans. Donc ça veut dire top 10 français. Vous imaginez bien que j'en suis très loin aujourd'hui. J'avais même pas rentré dans le top 100. On peut voir le boulardos du mec quand il a commencé l'aventure quand même. Non, c'est juste que j'étais en fait sous lucide et que j'avais vraiment sauté les étapes beaucoup trop rapidement. Là, je prends beaucoup mon pied sur le circuit français. Je jouerais peut-être le circuit FIP pour faire un concept YouTube et pour en rigoler. Mais honnêtement, même si j'en avais l'occasion un jour avec le niveau de jeu, je suis trop heureux aujourd'hui dans mon quotidien. J'ai pas envie d'aller voyager aux 4 coins du monde ou aux 4 coins de l'Europe. Vraiment, moi ce que je kiffe, c'est créer des vidéos et jouer au paddle, m'entraîner au paddle, être avec mes amis, ma copine au quotidien, ma famille. Donc pas de voyage et de circuit FIP de prévu, mais j'en ferai quand même un pour un concept YouTube. Question numéro 3. Tu te prives de faire la fête pour le paddle. Et vous noterez que là, je vais vous regarder maintenant parce que je me fais engueuler par Elliot parce que je regardais trop mon téléphone. Je lisais pas le texte, hein, c'est juste que je savais pas regarder. Est-ce que je me prive de faire la fête? Alors, il faut savoir que j'ai jamais été un gros fêtard. Même en termes de fête, s'il devait y avoir une échelle entre 0 et 100, j'étais à l'échelle moins 10 sur 100. J'ai jamais trop fait la fête. Je m'en prise pas du tout parce que c'est jamais un truc qui m'a forcément fait trop kiffer. Voilà, moi j'aime bien avoir
tout mon cerveau dès 8h30 le lendemain matin pour retourner bosser, faire les choses qui me kiffent. J'ai horreur de perdre une journée en fait, où je vais rester dans mon lit et tout, donc c'est pas... Non, je me prive pas de le faire parce que je suis pas un fêtard de base, donc voilà. Bon, en revanche, il y a une petite exception cette année par rapport à la fête, évidemment, parce que là, j'ai fait un petit mois de break. Donc c'était, je pense au moment où la vidéo sort, c'était il y a à peu près 3 semaines. Où évidemment, pendant ce mois de break, je suis allé jouer les matchs par équipe de tennis. Il se trouve qu'on est passé de la Régionale 2 à la Régionale 1. Et pour fêter ça, voilà, comme tout bon bergeracois, évidemment, je me suis pris une grosse cuite. J'ai vomi mes tripes toute la nuit, donc autant dire que j'aimais pas les fêtes et j'aimais pas l'alcool. Bon là j'ai beaucoup aimé la fête, à partir de minuit beaucoup moins, parce que j'ai passé une journée derrière dans le lit. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir accueilli, peuple bergeracois, bergeracoise. Grégoire Taminou aussi, gros bisous sur tes petites fesses de chauve. Question numéro 4. Tu prends toujours des cours. Il faut savoir que j'ai pris des cours les 5 premiers mois de l'aventure, donc là aujourd'hui ça fait plus de 2 ans que l'aventure a commencé. J'étais parti à Malaga avec Elliot justement pour prendre des cours de padel et progresser. Sauf qu'au bout d'un moment j'avais un manque évidemment au niveau de la famille, ma copine, etc. Donc je suis rentré et il se trouve que j'ai pas pris de cours depuis que je suis en France, donc depuis 1 an et demi. C'est ce qui fait que depuis un petit moment là, il y a certains paliers que j'arrive pas à casser. J'ai pris quand même 1 ou 2 cours avec le prof de mon club, et après il est très demandé, etc. Donc moi j'ai vraiment besoin d'avoir un prof qui prenne mon projet en main de A à Z et vraiment qui se bute avec moi. Et en Bretagne malheureusement il n'y a pas ce prof là pour l'instant. C'est dommage parce que moi personnellement si j'avais un élève aussi motivé et en plus qui raconte tout son parcours, etc. Je peux vous dire j'aurais sauté sur l'occasion. Mais voilà, c'est vrai que c'est étonnant en Bretagne, je trouve pas ce profil là. Il existe dans plein d'autres endroits parce qu'on me propose plein d'autres projets aux d'autres endroits et malheureusement je suis breton et trop heureux d'être à Rennes. Question numéro 5. Que penses-tu des assimilations dans le padel? Alors les assimilations, on n'en sera jamais content, hein, on verra jamais quelqu'un de satisfait par rapport à ça. Sauf que voilà, faut bien trouver un modèle pour pouvoir intégrer des joueurs qui ont eu un bon niveau au tennis et donc qui automatiquement joueront plutôt correct au padel. Quelqu'un qui a été bon au tennis, évidemment, il va avoir beaucoup plus de facilité qu'un joueur qui n'a jamais fait de sport de raquette, il va progresser beaucoup plus vite. Il va avoir des coups à la volée qui vont faire beaucoup plus mal. Donc voilà, le modèle parfait n'existe pas, mais je trouve très bien qu'il y ait système d'assimilation, même si certains, des fois, leur assimilation n'est pas forcément hyper juste. Le modèle parfait n'existera pas par rapport à ça, sauf si on fait du personnalisé, du cas par cas à chaque fois. Et vous imaginez bien qu'aujourd'hui, on est 90 000 joueurs compétition. Si à chaque fois, on devait passer devant un prof pour se faire évaluer, c'est quand même compliqué. Mais s'il devait y avoir un modèle idéal, pour moi, ce serait ça. Ce serait chaque personne doit se faire évaluer pour avoir une assimilation. Mais c'est trop compliqué, ce serait trop subjectif. Puis il y en aurait, ce serait leur pote, donc il leur donnerait une bonne assimilation. Ce serait trop compliqué. Question numéro 6. De Robin Roux. Alors sachez que cette question est complètement débile, donc je précise le poste de Robin Roux. Robin Roux qui est quand même chargé de développement pour Babola dans tout le sud de la France. Et Robin Roux, quelle question me pose-t-il de très intelligente? Quelle est la circonférence de tes cuisses? Alors écoute Robin, je n'ai pas cette réponse. Tanguy, peux-tu me donner 1 mètre s'il te plaît? Attention mesdames et messieurs, Tanguy intervient en direct pour mesurer la circonférence. Mets-toi debout. Ouais, après je vais sortir du cadre, non? Tiens, vas-y là, hop. Assis, ça compte pas. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, c'est vrai que debout, je vais être encore plus... Tiens, regardez ça. Regardez comment je vais contracter là. C'est pas exceptionnel comme... Va pas trop non plus, Tanguy. Je sais que c'est tentant d'aller plus haut, mais il n'y va pas stopper. On est là. On est à 46. 46, voilà. Magnifique. Et toi, Robin, n'hésite pas à dire en commentaire quelle est la circonférence de ta cuisse, pardon, excuse-moi. Question numéro 7, qui a été posée par 2 personnes, Jérémy Faustini et Jean Tondre. Dans quelle région tu trouves que le padel est le plus fort et plus faible? En fonction des régions, je trouve qu'il y a une différence de niveau quand même. Après, voilà, je suis pas non plus un énorme baroudeur. Si je fais des tournois dans le nord, en Bretagne et dans le sud, mais j'essaie quand même de prioriser tous les tournois qui sont à peu près à 5 heures de route pour moi. En revanche, je pourrais avoir été pas mal de fois dans le sud quand même. Le niveau de jeu est quand même beaucoup plus solide dans le sud, je trouve. Un joueur, par exemple, qui va être à 500 ou à 600 dans le sud va être beaucoup plus fort qu'un joueur qui va être 500 ou 600 dans ma région, à savoir en Bretagne. Paris, il commence aussi à avoir beaucoup de joueurs, étant donné qu'il y a un gros groupement de joueurs. Dès qu'il y a des P1000, il y a des tableaux qui sont très serrés, avec beaucoup de bons joueurs. Et c'est dur pour eux d'aller faire des perfs parce qu'il y a peu de tournois, peu de P500 aussi. Donc pour eux, c'est compliqué de se faire des points. Ça fait qu'il y a vraiment des bons joueurs. Je trouve que région parisienne, sud de la France, très bon niveau de jeu. Bretagne, vraiment l'ouest, Bretagne, Normandie, Caen, etc. Ok. Et après, j'ai peu l'occasion d'aller en Corse, mais il paraît que le niveau de jeu là-bas, on peut se faire des points assez intéressants. Question numéro 8. Salut Léo, ça ne te tenterait pas de donner des cours de la part de Tomo Ton? Il faut savoir qu'avant, il y a à peu près 4 ans, j'étais enseignant de tennis, donc j'ai donné des cours pendant 4 ou 5 ans. J'ai été assistant moniteur de tennis après, puis DE de tennis.
Donc j'aimais énormément ça. Malheureusement aujourd'hui ma passion c'est la création de contenu. Si jamais je devais donner des cours, je pense que ce serait peut-être sur des lives où je ferais des conférences en live pendant par exemple de 19h à 21h en ligne où je donnerais des tips etc. pour progresser. Il y aurait plein de monde d'un coup, mais aller donner des cours au cas par cas, pas tout de suite. Après, un truc qui pourrait être intéressant, c'était une idée qu'on avait évoquée avec Elliot, c'est peut-être un moment dans un futur proche, j'en sais rien, peut-être prendre un élève ou une élève assez jeune et essayer de l'amener au plus haut niveau possible, parce que j'adore tout ce qui est pédagogique quand même. Il faut vraiment que je trouve la personne qui me donne envie, qui me fait vibrer, quoi. Bon, entre guillemets, j'aurais un profil comme moi, je pense que j'aurais foncé pour m'entraîner. Question numéro 9. Quel est le joueur le plus surcoté, hors Cyril, évidemment Cyril Hanouna, fallait qu'il revienne, et sous-coté en France? Donc le plus surcoté et sous-coté. Alors le plus surcoté, je me rappelle au moment d'avoir reçu cette question, je l'ai quand même bien réfléchi et honnêtement, à part Cyril, j'ai pas forcément d'idée. Je trouve qu'aujourd'hui, on a souvent tendance à dire que tel ou tel joueur joue pas son niveau de jeu, mais en revanche, on a tous un jeu assez différent. Moi-même, pour recevoir pas mal de critiques par rapport à des fois à mon niveau de jeu où on me dit t'attaques pas, comment c'est possible que tu sois pas loin du top 100 français, etc. Je ne me permets plus de juger ce genre de choses parce que selon les profils, selon les adversaires qu'on va jouer, on va tous avoir un niveau de jeu différent. Donc moi, je fais confiance dans les classements. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas de truc déconnant. Il doit y en avoir évidemment, mais il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Cyril Hanouna, évidemment, là on va pas s'en cacher, oui, il est complètement surcoté. Et le plus sous-coté en France, pour moi, mais là il vient de monter, c'était Alexis Colombo, où j'avais eu l'honneur de faire les championnats par équipe avec lui l'année dernière lors de la Bandera. Il était encore, il me semble, il devait être 80 français, non, si je dis pas de bêtises. Et j'avais dit à ce moment-là qu'il irait très vite dans le top 10. Et là, il vient de passer 15e français. Et pour moi, c'était vraiment un profil complètement sous-coté. Monstrueux, il gagne quasiment tout ce qu'il fait, là il fait des gros résultats. Ça m'étonnerait pas du tout qu'il aille parmi vraiment le gratin du padel français si jamais il a l'occasion de jouer les circuits FIP. Mais il a de grosses qualités offensive, il défend bien, bon mental. Pour moi, c'est le joueur le plus sous-coté, même si maintenant, aujourd'hui, son classement parle de lui-même. Question numéro 10. Yves Esteban. Dur de trouver un partenaire unique pour les tournois, peut-être plus facile de perf, non. Alors ouais, c'est le grand sujet du moment, j'aimerais bien trouver un partenaire. Il faut savoir que dans la première année et demie où j'ai joué au padel, c'est moi qui étais un peu plus dur avec mes partenaires. Voilà, j'ai dû un peu travailler sur mon passif du tennis. Voilà, j'avais du mal à gérer mes émotions, donc souvent ça retombait un peu sur mon partenaire. Donc je m'excuse auprès de mes partenaires avec qui j'ai été un peu où je me suis un peu énervé. Par exemple, à qui est-ce que je pense comme ça? Samy Zenani, voilà, le grand poteau quand même, avec qui on a eu des tournois où il m'a vu dans des états quand même un peu foufou. Benjamin Dufour, avec qui je prenais pas mal de plaisir à jouer aussi, mais voilà, je nous mettais un petit peu trop de pression, etc. Donc ça enlevait le côté plaisir du padel. Bon, juste les deux là en fait. Après sinon j'ai Kern évidemment avec qui je m'énerve, mais tous les deux on est des gros nerveux donc on se rentre dedans, donc ça c'est bon. Mais là depuis 6 mois honnêtement je suis irréprochable sur le terrain, tout se passe très bien avec mes partenaires. Et pour en revenir à la question, dur de trouver un partenaire du coup, bah ouais, parce que du coup avant je les connais un peu, et un peu le sujet du moment, là je vais faire des petits tests pour essayer de le trouver et trouver quelqu'un qui a le même projet que moi et les mêmes envies. Question numéro 11. Un t-shirt à tous les tournois et pas en manche longue. Le top 100 se joue à ça. C'est vrai que je joue pas mal de fois avec le t-shirt à manche longue. Je me fais d'ailleurs pas mal engueuler par Padel Référence qui sponsorise mon aventure et qui est présent sur mon t-shirt à manche courte. Donc attention, tu as bien fait de me le préciser, je ne jouerai plus avec mon t-shirt à manche longue. Question numéro 12. Penses-tu continuer le padel encore longtemps? Alors ça c'est un gros sujet. Déjà je vais atteindre cet objectif. Tant que je ne l'ai pas atteint, je continue, je ne lâcherai pas. Parce que tant qu'on n'abandonne pas, on n'a pas échoué. Pourquoi? C'est vrai, tant qu'on n'abandonne pas, on n'a pas échoué, non? Donc on pourra pas dire que j'ai pas réussi, quoi. Alors vous mettrez bien ce passage-là, c'est important. Donc du coup, tant que j'ai pas le top 100, je continue. Oui, moi je me vois évidemment continuer le padel. J'adore la compétition. Ce qu'il va falloir réussir à faire, en revanche, c'est me mettre un peu moins de pression parce que je me fous une pression assez énorme. Question numéro 13. P250 mixte sans limite de classement, entre parenthèses braquage, de la part de Jean Tondon. Non, moi je trouve ça bien. Pourquoi? Parce que les filles aujourd'hui, c'est compliqué pour elles d'aller faire des tournois. Il y a peu de participantes. Donc ce qui est vachement bien, ça va être justement d'aller faire des 250 mixtes pour pouvoir attirer les hommes et avoir des tournois assez complets. Si jamais on met des limites de classement, ça va encore enlever des joueurs et ça va être compliqué de jouer. Alors oui, c'est assez cheaté parce que du coup, tu peux jouer avec n'importe qui sur le 250. Mais voilà, le but, ceux qui gagnent 12, imaginons, au total dans l'année, on peut avoir 12 tournois de comptabilisés. Si tu te fais 12 250, bon voilà, t'es pas le roi du monde, hein, tu vas pas révolutionner le paddle. Si jamais il y en a, ils abusent un peu du truc et qui font plein de 250 mixtes et qui gagnent leurs points, et comme ça, bah écoute, c'est bien pour eux. Et voilà, le but, je pense, quand on est sur ces classements-là, c'est de se faire plaisir
que la personne elle est 12-250, on s'en fout et ça permet de faire jouer les filles, c'est ça le plus important. Question numéro 14. Aimerais-tu un jour monter ta structure de padel? J'ai été contacté plusieurs fois justement par rapport à ça, en départ dans certains centres de padel. Moi, si jamais le projet il s'autogère et juste on utilise mon nom et on fait quelque chose de carré, etc. autour de ça, il n'y a pas de souci. En revanche, je veux avoir absolument rien à gérer. Le but, c'est que ça tourne tout seul, qu'il y a plein de trucs à gérer. J'ai pas, voilà, mon kiff, c'est la création de contenu. Si c'est juste d'investir dans des clubs, etc., oui, carrément, mais par contre, il faut que ça tourne tout seul et que le dossier ne vienne pas sur la table tous les jours. Question numéro 15, de la part de Padel Référence, le premier sponsor à m'avoir fait confiance lorsque j'ai lancé mon aventure il y a maintenant 2 ans. Chaud d'envoyer un nouveau concept encore unique en France. Bah, évidemment, justement, je vais en profiter pour vous poser la question, est-ce que ça vous intéresserait? J'ai eu l'idée, là je leur ai envoyé ça il y a une semaine, je pense que c'est pour ça qu'ils ont envoyé la question là, de faire pourquoi pas un live sur des temps forts dans l'année. Donc imaginons pendant Noël, on fait un gros live de 3 heures où je vous présente à peu près 30 ou 40 raquettes de padel où on fait des tests en live et où vous aurez des réductions. Donc je les teste devant vous en fait, je vous donne mon ressenti et vous aurez des réductions exclusive du coup si vous êtes présent sur le live. Je voulais faire un live en fait un peu comme on voit là en ce moment, ils font peut-être ça en France mais je vois pas mal ça dans les pays asiatiques où ils essayent des fringues en direct, derrière ils mettent en vente le produit, puis il y aurait des codes, par exemple pour le premier qui achète la raquette il a un super code, le deuxième etc. Question numéro 16 de notre ami Jules Marie. Je veux ma revanche dans la Diago, penses-tu réellement pouvoir gagner? Alors Jules, je le trouve assez chambreur quand même sur ce message, sachant qu'il y a 4 mois il m'avait dit à peu près pareil pour le retour. Et je lui avais montré un peu comment jouer au padel, j'avais gagné 6-4 au DER, bon j'avais été sympa, je voulais voir un peu comment il se débrouillait, donc je lui laisse gagner le premier, il met 6-2 au premier. D'ailleurs je commence à voir un peu la lueur d'espoir dans ses yeux, donc après il mène dans le deuxième aussi je crois. Ah non, dans le deuxième je crois, non ça a été boucherie. J'ai dû lui mettre 6-2 et dans le dernier après il mène 5-3 break et là je voulais voir cette fameuse lueur et là j'ai mis le petit coup d'accélérateur. Donc victoire, je pensais que ça l'avait calmé mais là visiblement 4 mois après il en veut encore. Donc Jules pense évidemment que la prochaine fois je vais encore gagner, mais cette fois-ci je vais peut-être jouer dès le début. Pour vraiment que tu comprennes la leçon. Question numéro 17, de la part de Volnilaf. Bon, à quand un Paddle Explorer là? Faut aller proposer ça à Domingo. Les confort qui n'ont pas forcément la ref, il y a le GP Explorer en ce moment où tu as tous les plus gros influenceurs français qui font une course de voitures. Donc voilà, l'idée d'un Paddle Explorer, c'est une idée que j'ai déjà eue, notamment avec plusieurs marques pour organiser un gros événement. C'est quelque chose, je pense, qui verra le jour, qu'on organisera, mais il faut encore qu'on envoie la sauce sur les réseaux sociaux afin de pouvoir contacter vraiment des gros influenceurs parce que le but d'un événement comme ça c'est que ça pète, donc il faut des gros noms. Mais je vous avoue que c'est dans un coin de ma tête, plus dans l'après-joueur. Là pour l'instant je joue, je me focus sur le côté joueur et après il y aura, vous verrez, on organisera des dingueries dans le futur, vous n'êtes pas. Question numéro 18. Comment vois-tu ton évolution au padel? Quels objectifs te fixes-tu hormis le top 100? Bonne question. Là, l'objectif, j'aimerais bien avant mars prochain, avant mars 2026, rentrer dans le top 100. Parce qu'après, je pars 1 mois et demi au Japon. Si je pars 1 mois et demi, je vais perdre pas mal de points, pas mal de places. Donc ça va être la pression. Donc vraiment, mon objectif, là, c'est avant mai 2026 d'arriver dans le top 100. Et ensuite, je vais me poser et puis je réfléchirai par rapport à ça. Mais le but, c'est de ne pas forcément se donner de limites et de ne pas me fixer de nouvel objectif. Parce que si je me fixe un nouvel objectif, imaginons qu'après je dis objectif top 50, ça va encore me mettre une grosse pression. Et mine de rien, cette pression-là, elle n'est pas facile à gérer sur les tournois parce que voilà, comme j'affiche ma vie, maintenant, il y en a beaucoup qui me connaissent évidemment au padel, donc dès que je joue, je sens le regard des gens, tout le monde, il y en a plein qui me regardent jouer, il y en a plein qui jugent, etc. Et donc c'est pas évident. Sachant que de base, j'ai du mal à être relâché au padel, cette pression supplémentaire rend mon relâchement encore plus difficile, ce qui fait que j'ai du mal à performer. Ça va, je joue quand même bien en match, mais j'atteins pas du tout mon plein potentiel. Donc je pense, voilà, objectif top 100 là avant mai 2026, ce serait bien. Et ensuite de continuer, d'aller le plus haut possible sans forcément se fixer d'objectifs et continuer de kiffer à travers les vidéos parce que je kiffe trop ça. Question numéro 19, Pala Libre. Si c'est sans filtre, alors on se lance. Partant pour un partenariat avec Pala Libre. Alors moi, je suis ouvert à plein de choses pour les partenariats. Aujourd'hui, je suis accompagné par pas mal de sponsors. Voilà, le premier qui m'a fait confiance, évidemment, Padel Référence, Dunlop. Là, il y a Kia depuis à peu près 10 jours. Donc là, hyper content de ce nouveau partenariat. Meilleur sportif sur la partie préparation physique. NutriPure, Fresh Flow, Motion Go, Vivalto Sport, Brest Padel aussi, évidemment, qui me soutient bien, le club local dans lequel je me sens super bien. Célio, ah oui, Célio, quand même, gros partenaire, heureusement qu'ils sont de côté pour me le rappeler, mais bon, il y a des partenaires un petit peu de partout. En revanche, le prenez pas mal, des fois je me fais contacter par pas mal de... Enfin, il y a énormément de personnes qui contactent tous les jours pour faire des partenariats, en me proposant, en pensant que vraiment...
Juste je fais des vidéos comme ça avec mon téléphone, que c'est hyper simple à faire et que je peux mettre leurs produits en avant contre 2 € quoi. Malheureusement ça se passe pas comme ça, derrière il y a une grosse équipe de production. Ça coûte de l'argent, les déplacements ça coûte de l'argent. Question numéro 20. De la part de Tanguy Tamino. Alors je sais pas qui est cette personne, il ressemble un peu à un teubé sur sa photo de profil. Loïs Boisson, Ballon d'Or. Ah ça c'est une très bonne question. Si ça ne tenait qu'à moi, Loïs Boisson serait Ballon d'Or parce que là c'était quand même la magnifique découverte de cette année. On va croiser les doigts pour Dembélé. En espérant qu'il le soit, parce que là on a quand même 2 gros supporters du PSG qui sont là, mais malheureusement ce qu'ils ne savent pas, c'est que la prochaine Ligue des Champions est pour le Stade Rennais, enfin non on n'est pas qualifié, donc dans 2 ans elle est pour le Stade Rennais, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Désiré Doué, Dembélé, Rafinha, Paul-Georges Ntep, bon ça c'est vraiment pour les gros connaisseurs, Paul-Georges Ntep, on a qui d'autre, bon voilà il y en a encore plein d'autres là, ça me revient pas, mais je crois que cette année on a 7 ou 8 joueurs du Stade Rennais qui ont été formés au Stade Rennais qui sont juste monstrueux. Ah, Kamavinga aussi quand même. Voilà, donc c'est un super club formateur, donc nous on les forme bien, vous les récupérez, c'est honorable. Question numéro 21 de la part de Réan Rossanali. Comment tu te sens physiquement et mentalement but atteindre le top 100? Alors physiquement, il faut savoir que je suis accompagné par la structure de Vivalto Sport depuis un bon petit moment, ça doit faire à peu près 8 mois et ça fait 1 an et demi que j'ai commencé la préparation physique à fond parce que j'avais des gros problèmes au niveau du dos et notamment avec une hernie. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait revenir de Malaga après les 6 premiers mois de padel parce que je me suis bloqué au dos, mon dos il était en angle droit. Donc j'ai beaucoup travaillé par rapport à ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup suivi par le passé dans le tennis, etc. Et là je travaille très dur physiquement pour plus avoir de pépins physiques, donc honnêtement je me sens hyper bien physiquement. Là où il faut que je sois bon justement, c'est que je m'entraîne tellement physiquement que du coup des fois j'arrive au tournoi complètement rôti, complètement lessivé. Et là un des objectifs justement ça va être d'être intelligent dans ma préparation et d'avoir le juste milieu. Il faut en faire mais pas trop non plus, parce que moi je suis toujours un peu dans les extrêmes. Et j'arrive des fois complètement rôti, je vais m'envoyer une session de 3-4 heures la veille d'un tournoi, je vais arriver, je ne vais plus réussir à marcher au pied libre. Donc c'est pas forcément très intelligent. Et mentalement, mentalement j'ai beaucoup évolué. Aussi, hein, comme je vous disais, avec mes partenaires, j'ai beaucoup progressé, maintenant je ne m'énerve plus. Maintenant il faut que je retrouve un bon mindset. En fait avant, j'étais dur avec mes partenaires, mais du coup ça me permettait d'être dur avec mes adversaires. Et moi j'ai vraiment besoin d'être un chien de la casse sur le terrain, vraiment d'être là pour tuer mon adversaire. Et là du coup le fait d'être sympa avec mon partenaire maintenant, et d'être trop gentil sur le terrain, je suis aussi gentil avec mes adversaires. Et je les regarde jouer, je suis tout le temps hyper raide au niveau des jambes, assez haut. Et moi, j'ai vraiment besoin d'être à la guerre quand je suis au padel. Il faut que j'arrive à trouver le bon mindset entre être à la guerre avec mes adversaires et pas avec mon partenaire. Et c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Mais quand je suis dans ce mindset-là et que je veux les tuer, c'est là où je joue très bien, c'est là où j'ai les meilleurs résultats. Et dès que je suis copain-copain, malheureusement, ça ne le fait pas. Donc, beaucoup de travail. Sur le mental, j'ai encore énormément de choses à développer. Surtout que je travaille dessus en autodidacte. Mais franchement, je suis content de l'évolution, qu'elle soit physique ou mentale. Très content. Question numéro 22. Begastaldi. Oh, t'es quasiment le sosie de Benjamin Castaldi, toi. À partir de quel classement au padel peut-on gagner sa vie? Alors ça, c'est une très bonne question aussi. En termes de classement, je pense aujourd'hui 2 joueuses. Alors ça, vraiment, c'est ce que je pense. Hein. Et ce que j'entends, etc. à droite à gauche aussi. Je pense qu'il doit y avoir 2 joueuses qui gagnent leur vie au padel, qui sont nos 2 numéro 1 françaises et qui jouent le circuit international. Je pense que chez les mecs, il doit y avoir 6-7 mecs peut-être parmi le top 10 français qui gagnent leur vie. Et encore, quand je dis gagnent leur vie, ils utilisent cet argent, ils le réinvestissent dans leur projet de padel. Je ne sais pas s'il reste beaucoup à la fin. C'est très compliqué aujourd'hui au padel de gagner sa vie, mais bon, c'est en train de bien se développer. Hein. Il y avait le circuit du World Padel Tour là, qui était encore présent il y a à peu près 1 an. Qui a été remplacé par le circuit Qatari, le premier padel. Depuis, évidemment, ils sont arrivés ils ont investi beaucoup d'argent sur le circuit professionnel. Ça permet évidemment de démocratiser ce sport. Et donc, plus il est vu, évidemment, plus ça va attirer des sponsors. Les gains sur les tournois, si je ne dis pas de bêtises, ont été multipliés par 5 sur le circuit professionnel. Donc, ça commence à devenir assez intéressant. Voilà, malheureusement, pour gagner ces tournois-là, il faut avoir quand même un gros niveau de jeu. Donc, pas évident d'aller les décocher. Question numéro 24. Et décidément, mon petit B, Gastaldi, tu aimes bien l'argent, parce que c'est encore toi. Gagnes-tu ta vie grâce au padel, YouTube, sponsor, tournoi? Alors moi, j'aime bien rester flou par rapport à tout ce qui rentre, donc je ne vais pas parler du chiffre d'affaires qu'on effectue du coup aujourd'hui. Mais oui, aujourd'hui, je gagne ma vie avec la création de contenu, donc je ne gagne pas grâce à mon niveau de jeu évidemment. On me demande combien tu gagnes sur tes tournois de padel. Alors mon prize money sur des tournois de padel, je pense que là, en 2 ans et demi, il est de peut-être 300 €. Hein. 300 € de gagné en tout, ça devait être sur 3 P500 gagnés parce qu'à l'époque il y avait un peu d'argent à se faire sur les P500. Maintenant il n'y en a plus. Là moi je gagne entièrement ma vie grâce aux réseaux sociaux. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a YouTube qui rémunère en termes de réseaux sociaux. Il y a TikTok pour les vidéos de plus d'1 minute. Malheureusement ça je le fais pas parce que voilà on a plein d'autres sujets. Et autrement il va y avoir du coup tout ce qui va être revenu sponsor, tout ce qui va être par exemple logo sur le t-shirt. Donc ça juste voilà je fais des tournois, il y a la marque
du sponsor et tu touches un montant pour ça, ou autrement des marques qui vont venir investir pour faire des placements de produits ou pour que je mette leur marque en avant sur mes différents réseaux sociaux. Donc ça aujourd'hui c'est ce qui cartonne. Aujourd'hui c'était un petit peu le but du projet pour vraiment être transparent. Là on s'est lancé il y a 2 ans, l'objectif c'était de serrer un peu la ceinture pendant 1 an et demi. Et là, depuis 6 mois, vu qu'honnêtement, on ne va pas s'en cacher, je trouve qu'on est vraiment des machines, on fait vraiment super bien notre travail sur tous les différents réseaux sociaux. On bombarde bien, on envoie une vidéo courte tous les 2 jours qui est créée sur tous les différents réseaux sociaux. On est présent sur LinkedIn aussi, on envoie une vidéo YouTube par semaine. On a du contenu hyper qualitatif, donc du coup il y a plein de sponsors qui arrivent et là on arrive même à un problème, c'est qu'il y a plus de sponsors que de placements que je puisse donner. Bon bref, je ne sais pas comment on dit ça, mais sur la chaîne YouTube, puisqu'on sort que 4 vidéos YouTube par mois, donc on est en train de réfléchir à plein de trucs, mais justement en ce moment ça cartonne bien, ça arrive de partout en fait, donc c'est juste magnifique, c'est que le travail paye. Maintenant il faudrait aussi que le niveau de jeu paye aussi, parce que là je stagne depuis un petit moment, donc voilà. Et petit bilan pour finir, pour faire un petit peu la conclusion de tout ça. Là, les objectifs sur cette année-là, ça va être avant tout de prendre du plaisir sur le terrain, d'aller jouer un maximum de P1000, donc des tournois de gros niveau. Éviter maintenant d'aller faire des P500 avec des concepts, etc. Vraiment se focaliser que sur des gros tournois pour avoir d'un côté l'aspect hyper tryhard compétition, d'un autre côté avoir des concepts. Donc comme vous savez, on crée des contenus originaux, comme par exemple on va aller prendre Richard Wolinski qui est le plus grand vendeur d'art aujourd'hui au monde et on va le faire défier plusieurs joueurs. Avec Jules Marie également, on a fait exactement ce même défi là, etc. On essaie de créer des concepts, devine le classement, vous nous envoyez vos vidéos, on essaie de deviner vos classements. Donc une partie vraiment compétition, une partie concept. L'objectif là du coup, c'est vraiment d'allier les deux, parce que moi vraiment c'est mes 2 passions, la création de contenu et le sport. En essayant aussi de se donner d'autres challenges sportifs, parce que c'est important, je pense d'ailleurs ça peut peut-être vous servir, et d'ailleurs Loïs Boisson est un très bel exemple sur ce Roland Garros 2025, de pas forcément se cantonner à un sport. Par exemple là au padel, je bouffe que du padel, au bout d'un moment j'en peux plus, c'est pour ça que j'avais pris un mois de break. C'était la première fois que j'arrêtais de jouer au padel en 2 ans, j'avais vraiment besoin de couper, et là, ça m'a fait un bien fou. Et là je vais essayer justement sur cette reprise d'être à fond padel, d'être à fond préparation physique, mais aussi de toucher à d'autres sports, ce qui va permettre de développer d'autres compétences en termes de motricité, en termes de déplacement, même en termes de mindset. Donc là, je me suis donné comme objectif de faire un Aerox. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça va être un bon petit circuit de CrossFit. Je pense que je vais me mettre aussi à faire un peu de... Je vais essayer de me faire un marathon. Je me remets à jouer au tennis. Voilà, je vais essayer de toucher un peu à tout. Donc ça, c'est cool. L'objectif, c'est que ça continue de se développer, évidemment. Nous, on donne tout sur les réseaux sociaux pour tout péter. Donc c'est très important que vous vous abonniez. D'ailleurs, si vous êtes abonné, un grand merci à vous parce que ça permet de financer tout ça. Ça contribue vraiment à mon bien-être personnel et au bien-être de ces personnes qui sont derrière, même si en ce moment, ils sont un peu en burn-out. Donc voilà. Voilà, que dire pour conclure? Voilà, que tout continue de bien se passer, pas se blesser, continue de faire du bon travail avec les différents sponsors. Continue de vous régaler en vidéo. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Honnêtement, il n'y a eu rien de préparé par rapport à cette vidéo là. Le but là, c'était vraiment une interview sans filtre. J'ai strictement rien préparé. Par contre, je dois avouer que c'est moi qui ai vu les questions préalables et comme je vous ai dit, j'ai pris le temps de faire un reset total. Je n'ai pas du tout préparé mes réponses. Donc j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Voilà, c'est une chose qui est très très importante pour moi, c'est de garder le côté humain et naturel et de travailler aussi avec des gens qui ont ce côté-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Pour rappel, on sort une vidéo tous les dimanches à 17 h, donc que ce soit des concepts sur le padel ou des vidéos en tournoi où on va tenter de rentrer dans le top 100 avant mai 2026. Là, c'est vraiment le gros objectif. Donc abonnez-vous, franchement, ça nous soutient énormément. On vous fait des gros bisous. On remercie Tamsprod pour ces magnifiques vidéos. Des gros bisous les gars et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.